Comme un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Donc je m'appelle Jean-Michel Dufay, je suis professeur d'histoire dans l'enseignement supérieur et plus particulièrement au département pédagogique à la Haute École Paul-Henri Spaak, où je forme de futurs instituteurs et institutrices et d'autre part des régents en sciences humaines. Donc ils vont enseigner l'histoire dans l'enseignement secondaire inférieur. Pour le reste, j'ai des activités syndicales, je suis délégué syndical et donc je milite dans un cadre strictement syndical et dans d'autres, associations humanistes ou humanitaires. J'ai reçu un dimanche après-midi une lettre d'une voisine, une lettre dactylographiée qui informait qu'à proximité de notre quartier, ou dans notre quartier plus précisément, il y avait des sans-papiers, au 21 avenue Paul de Jars, donc à Saint-Gilles. J'ai discuté avec eux, je leur ai dit que je n'étais ni avocat ni médecin et que je ne voyais pas très bien comment je pourrais les aider. J'ai dit que mes compétences étaient très limitées, que j'étais professeur d'histoire. Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Ah, mais est-ce que vous pourriez nous donner cours d'histoire ?» Moi, très volontiers, j'ai dit « Comme vous voulez, de quoi voudriez-vous que je vous parle ?» Et ils m'ont répondu, nous souhaitons, nous aimerions bien que vous nous parliez de la Belgique. Et moi, bien volontiers, je leur ai dit, je viendrai tous les jours, pendant une heure et demie, vous expliquer l'histoire de Belgique. Voilà, alors moi je les ai donc fréquentés pendant plus de 3 semaines, ce sont devenus des amis. Après 15 jours, 3 semaines, je ne peux plus vous dire exactement, ça devait être au 20e jour, les 3 Mauritaniens ont été embarqués vers l'hôpital Molière, donc à Forêt, parce qu'il y avait un doute quant à un risque de tuberculose. J'ai été les visiter sur place donc à plusieurs reprises. Et puis alors j'en arrive à la fameuse soirée du mercredi 3 mai. Alors, comme tous les jours, je vais leur rendre visite. J'ai terminé mes cours à la Haute École Paul-Henri Spaak où j'enseigne, donc c'est le département pédagogique à Nivelles. J'avais cours ce jour-là jusqu'à 19h30, donc je suis arrivé vers 20h15, donc avenue Paul de Jars, à Saint-Gilles. Et là, je vois 2 ambulances. Je me doute qu'il se passe quelque chose. Dans les 2 heures qui suivent, effectivement, il y a beaucoup d'animation, il y a des policiers qui arrivent sur les lieux, des policiers en uniforme, que je suppose être des policiers communaux, la police locale, et d'autre part, ce que j'ai appris par la suite être des policiers également, fédéraux cette fois, qui eux étaient en civil et sans brassard. D'autre part, on est prêt à embarquer les sans-papiers, sous prétexte qu'il y aurait donc des cas de tuberculose sur les lieux. Je rentre ensuite dans le local lui-même où se trouvent les sans-papiers. Je vois différents policiers qui sont en train d'inspecter les lieux afin de savoir comment on va procéder à l'expulsion, à l'embarquement. Les sans-papiers, à ce moment-là, m'appellent, il dit « Jean-Michel, reste avec nous, on a confiance qu'en toi, aide-nous ». Je demande donc aux policiers présents de pouvoir être présents et témoins de ce qui allait se passer, puisque je pressentais évidemment que ça n'allait pas se faire de manière très sympathique. Celui qui s'est avéré être un commissaire, parce que je lui ai posé la question, je lui ai demandé « mais qui êtes-vous pour vous adresser à moi comme ça ?» Il n'y avait pas donc ni brassard, il était en civil. Il me dit « je suis commissaire ». Il semblerait que ce soit un commissaire divisionnaire dont j'ignore le nom. Et donc, je lui dis, vous avez bien entendu, ils souhaitent que je sois présent et c'est à leur demande. Je dis, je souhaite rester présent. Il me dit à ce moment-là, sortez. Je dis, mais non, je souhaite rester présent. Et donc, il donne l'ordre à ses hommes, l'ordre suivant, embarquez-le.
Alors j'étais embarqué de manière musclée par 2 policiers et le commissaire lui-même, qui lui m'a relâché, puisque le couloir était trop étroit, et donc ce sont 2 policiers qui m'ont conduit à l'extérieur du local et m'ont plaqué contre les volets du bâtiment, donc le 21 avenue Paul de Jars. Là, j'étais comme les images de RTL Télévision et de la RTBF Télévision le montrent au journal télévisé du jeudi 4 au soir. J'ai été donc brutalisé, menotté, embarqué dans une voiture de police et conduit au commissariat. Là, sur place, on m'a demandé mes papiers d'identité. J'ai demandé les raisons de ma mise au frais, si je puis dire. Et l'inspecteur, ou en tout cas le policier qui était là, m'a dit « Vous le savez très bien ». J'ai dit « Mais je voudrais connaître la raison ». Il m'a dit « Non, vous le savez très bien, c'est que vous avez dû faire un scandale ». J'ai dit « Je n'ai pas fait de scandale, je souhaitais être présent ». J'ai demandé à avoir un procès-verbal de ce qui s'était, de la raison pour laquelle j'étais là. On m'a dit « Pour une arrestation administrative, il n'y a pas de procès-verbal ». Donc je n'ai connu ni le motif et je n'ai pas donc de traces écrites de ce qui s'est passé. Donc j'ai été en arrestation administrative pour une partie de la nuit et je ne peux même pas faire valoir un quelconque document écrit puisqu'on n'en a pas donné. J'ai demandé une photocopie, ça n'a pas été possible. J'ai donc été mis au cachot, je ne sais pas comment s'appelle ce lieu, ou une cellule, je ne connais pas le terme technique et juridique. Donc j'ai été derrière une grille, quoi, voilà. On m'a donné un matelas, une couverture. Et on m'a dit que vraisemblablement je serais libéré vers 7 heures du matin. Finalement j'ai été libéré plus tôt dans la nuit, après quelques heures, je dirais, de mise en cellule. Et j'ai demandé pourquoi on me libérait et pas le co-détenu qui se trouvait dans une cellule en face et qui avait été pris une demi-heure plus tard pour un motif similaire, mais lui apparemment il s'était débattu. Voilà, il était arrivé dans sa cellule, le visage tuméfié. Les policiers, quand il est arrivé, lui ont dit « T'es belge, toi ?» Il a répondu « Vous voyez bien que je ne suis pas africain ». Le policier lui a alors dit « T'es mongol alors ?» Par dérision, mon co-détenu dans la cellule en face a dit « Je suis tatar ». Et le policier lui a dit à ce moment-là « Espèce de fils de pute ». Voilà, et donc quand j'ai été libéré, le policier, j'ai demandé donc pour la raison de ma libération, il m'a dit que vous êtes calme. J'ai toujours été calme, j'ai jamais rouspété dans ma cellule, quoi que ce soit, je savais très bien que ça servait à rien, et de toute façon, bon, c'était pas mon intention de faire un scandale dans le commissariat. Tandis que l'autre co-détenu, apparemment, est resté le reste de la nuit, j'imagine. Je suis revenu une demi-heure plus tard pour demander ce qui se passait pour lui avec son ami, et il était toujours là, on a quand même pu le voir, hein, mais lui il est resté sur place. Le lendemain matin, je suis retourné sur les lieux puisque je savais que les sans-papiers avaient été retournés donc dans leur local initial. Sur place, j'ai vu qu'il y avait un cordon de policiers, donc je n'ai pas pu rentrer dans le local puisqu'on allait procéder à une nouvelle évacuation. Toujours sur base du même prétexte, la tuberculose. Donc on voulait de nouveau les réévacuer alors qu'il y avait eu entre-temps un certificat médical qui prouvait qu'ils étaient dans un état normal. Donc ces policiers pouvaient avoir accès à ces documents. Donc il y avait un certificat, les sans-papiers avaient un certificat prouvant qu'ils étaient en bonne santé. Donc l'argument de tuberculose à ce moment-là ne tenait plus puisque des experts avaient donc vérifié leur état de santé. Sur place, je vois des télévisions de la VRT et de la RTBF Télévision cette fois. Je demande d'être interviewé par la journaliste Sabine Brelet. Elle m'interroge, je suis filmé, j'explique dans quel cadre je suis là, pour des raisons humanitaires. On me dit que mon interview passera au JT de 12h55 à la RTBF Télévision, ainsi qu'au JT 19h30, donc le jeudi 4 mai, puisque c'était le lendemain des événements. Le soir, je vois la télévision, aucune des interviews, radio de la veille et télévision du jour même ne passe. En revanche, d'autres
personnes qui étaient présentes lors de l'interview, les interviews qui avaient eu lieu dans les minutes précédant mon interview, elles sont passées. Entre autres, une personne qui se présente comme sœur Véronique. D'autres personnes sont passées dans ce reportage qui est quand même assez long. Ce sont uniquement des personnes qui estimaient qu'il fallait effectivement évacuer les lieux. D'autre part, j'ai observé qu'il y avait une manipulation consciente ou inconsciente, je n'en sais rien, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais dans la chronologie des séquences qui sont passées à la télévision, on voit d'abord les sans-papiers qui sont embarqués par la police, afin d'être mis dans des ambulances, et moi je passe après comme étant quelqu'un qui se trouve dans une bagarre, qui veut faire un scandale et qui rouspète. Certaines personnes tentent d'empêcher les ambulances de passer, une bagarre éclate, l'ambiance devient de plus en plus électrique. Au total, ce sont 2 arrestations administratives qui ont eu lieu hier soir. Or, la chronologie n'est pas celle-là. Les rapports de cause à conséquence ne sont pas les mêmes et ça introduit donc, d'après moi, des éléments qui atteignent à mon image morale. Je suis quand même professeur dans l'enseignement supérieur. Le lendemain, tous mes étudiants se sont demandé ce qui se passait. Je suis passé sur 2 chaînes de télévision, donc j'estime que j'ai quand même un certain droit à l'image dans la mesure où mon image n'a pas été assortie d'un commentaire expliquant la raison de ma présence. Donc j'apparais quand même malfrat. Et donc, comment dirais-je, mon image apparaît après l'évacuation, alors que j'ai été embarqué avant, parce que ma présence était manifestement considérée comme gênante par les forces de police, et donc je n'ai rien vu de l'évacuation des sans-papiers, puisque j'étais déjà menotté, embarqué au poste de police. J'imagine que ça doit faire partie d'un processus psychologique normal. Le lendemain, j'étais révolté, mais au plus profond de moi-même, parce que j'avais vécu. Pas seulement parce qu'on avait touché l'intégrité de ma personne, mais aussi parce que intellectuellement, ça bouleversait, même si je n'ai pas énormément d'illusions quant à cela, ma vision du fonctionnement de la démocratie belge. Dommage collatéral, comme on dit en jargon militaire depuis la guerre du Golfe, donc depuis 1991. Ma maman, qui a vu les images au journal télévisé, bien qu'étant prévenue de ce qui s'était passé la veille, justement pour qu'elle n'ait pas de surprise, je l'avais mise au courant, après avoir vu ces images, a eu un malaise cardiaque et depuis une semaine, elle est à l'hôpital. Ce que je trouve un petit peu fou, et ça c'est un commentaire tout à fait personnel, c'est qu'on les a évacués sous prétexte de tuberculose. Or, il y a des certificats médicaux qui prouvent qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de cas de tuberculose. On les a lâchés dans la nature maintenant. Donc, alors je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui socialement et sur le plan humanitaire est acceptable. Donc moi je trouve personnellement, je m'exprime à titre personnel ici et pas au nom d'une organisation quelle qu'elle soit, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Derrière tout ça, beaucoup d'hypocrisie. Et moi, je pense, mais je crois que tout le monde fera le même type d'analyse, c'est qu'il s'agissait d'un chancre social qui se trouvait à proximité de la maison communale, en plein cœur de Saint-Gilles. Dans quelques mois, il y a des élections communales, et je crois qu'il ne fallait pas que laisser pourrir cette situation et risquer d'avoir, dans les quelques jours qui suivaient, un mort ou de graves problème, mais pas lié à la tuberculose, tout simplement parce que les grévistes auraient été de plus en plus affaiblis et dans leur volonté d'aller jusqu'au bout, ça aurait peut-être conduit à des situations dramatiques, mais pas liées au problème de la tuberculose, tout simplement liées à l'affaiblissement de leur corps. L'intervention est musclée, les forces de l'ordre et les ambulanciers emmènent Manu Militari, les sans-papiers. Ils sont une quinzaine d'Algériens dans cet immeuble de l'avenue Paul de Jard, à proximité de la maison communale de Saint-Gilles. Des cas de tuberculose auraient été diagnostiqués. Les sans-papiers de Saint-Gilles observaient une grève de la faim depuis le 7 avril et avaient annoncé reprendre hier une grève de la soif. Vous m'arrêtez? Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'opposition des voisins et des sympathisants n'y a rien fait. Aux alentours de minuit, tous les sans-papiers grévistes de Saint-Gilles étaient évacués.
Et à peine sortis de l'hôpital, les sans-papiers ont voulu retourner à Saint-Gilles, mais le local qu'ils occupaient a été fermé par le bourgmestre. Ils occupent à présent une église d'Anderlecht. Eric Van Deus, Marianucci. Évacués hier soir, de retour dès ce matin au même endroit, au rez-de-chaussée de cette maison de Saint-Gilles, siège de l'Association européenne des sans-abri. 9 d'entre eux sont à l'intérieur, mais la police empêche l'accès. La santé est invoquée, même si les examens médicaux de la nuit n'ont rien révélé. Il n'y a rien. Nous étions à l'hôpital, mais ils n'ont rien fait. Hein. C'était un scénario qu'ils ont fait. Pourtant, en milieu de matinée, tout recommence. Des masques pour éviter une éventuelle contamination, des ambulances et l'un après l'autre, les grévistes de la faim sont à nouveau emportés vers les services d'urgence. Encore une fois, c'est la tuberculose qui est commodément invoquée. Dans la mesure où il y a des cas avérés de tuberculose, de personnes qui ont résidé dans ce local, nous sommes obligés de prendre des dispositions qui font que nous fermerons le rez-de-chaussée de cette maison parce que nous devons désinfecter l'ensemble des lieux. 15h, adieu Saint-Gilles, bonjour Anderlecht, sans papier mais avec un certificat médical. Rien ne justifiait l'hospitalisation de ceux-ci. Ils ont trouvé refuge dans l'entrée d'une église de la commune voisine, vite rejoint par les plus faibles. Le docteur, il a dit ça, si vous voulez rester, restez, vous pouvez rester, vous partez. Moi, je dis, je reste pas. Je finis mon grève jusqu'à la fin. Accueil provisoire en tout cas par le prêtre de la paroisse, qui a pourtant déjà fort à faire, car son autre église est déjà habitée par quelques centaines de sans-papiers. L'évacuation d'aujourd'hui a au moins eu un impact. 50 avocats spécialisés demandent la régularisation des sans-papiers. À Saint-Gilles hier, la police est intervenue pour évacuer les sans-papiers. Une des raisons de l'intervention, c'est l'état de santé de certains sans-papiers qui avaient entamé une grève de la faim et de la soif. Bonsoir à tous. La police bruxelloise a procédé à une évacuation hier soir vers 22h d'une douzaine de sans-papiers. Ce sont des Algériens et Mauritaniens qui avaient décidé d'entreprendre une grève de la faim depuis le 7 avril dernier. Vendredi, ils avaient également décidé de reprendre leur grève de la soif. Il y a eu de nombreux incidents hier soir à Saint-Gilles et aujourd'hui, une nouvelle évacuation a été décidée. Sami Osni. C'était hier soir vers 22h, la police et les ambulanciers emmènent de force un des sans-papiers de Saint-Gilles. D'autres grévistes de la faim sont traînés péniblement pour rejoindre l'ambulance qui les attend. Les proches des sans-papiers sont eux sous le choc. Après un mois de grève et une journée de grève de soif, on les traîne par terre, on les frappe. C'est une honte pour ce pays. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre. Hein. Eux, ils auraient voulu sortir avec les papiers en main et retourner chez eux dignement. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont gravement malades et qu'il faut d'abord qu'ils soient soignés. Les autorités communales ont décidé d'évacuer le bâtiment pour des questions d'hygiène. 2 cas de tuberculose ont en effet été détectés. L'état de certains sans-papiers est également jugé grave et justifie une hospitalisation. Personne ne parle d'expulsion. Nous, le seul souci ce soir, c'est de soigner les gens de manière tout à fait honnête. Certaines personnes tentent d'empêcher les ambulances de passer. Une bagarre éclate. L'ambiance devient de plus en plus électrique. Au total, ce sont 2 arrestations administratives qui ont eu lieu hier soir. Les sans-papiers sont finalement évacués vers différents hôpitaux bruxellois. Mais ce matin, l'histoire se répète. 7 sans-papiers tout juste sortis de l'hôpital réinvestissent les lieux. Les policiers ont donc procédé à une nouvelle évacuation. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. On a perdu le plan, ici, comment je vais rentrer ici, je ne sais pas ce que je pense. Le local insalubre a été fermé et mis sous scellé pour raison de désinfection. Les sans-papiers, eux, ont décidé de continuer leur grève de la faim. Actuellement, une vingtaine de lieux sont investis par des sans-papiers, des occupations pacifiques encadrées par l'UDEP, l'Union pour la défense des sans-papiers. Toutefois, en certains endroits, comme à Saint-Gilles, vous l'avez vu, les candidats réfugiés se laissent entraîner à des actions extrêmes, comme la grève de la soif. Qui sont ceux réellement qui encadrent les sans-papiers? Sabine Brelet. Ils veulent ça. Il n'y a aucune manipulation, rien du tout. Ils veulent un papier pour travailler, pour vivre normalement, c'est tout. Il n'y a rien du tout ici. Il y a manipulation.
Abdel Bouchouk se veut le porte-parole des sans-papiers algériens et mauritaniens de Saint-Gilles. Mais son attitude dérange le comité de soutien et les autorités communales. L'action, elle a commencé par une grève, pas par une occupation. Ils n'ont pas eu l'église de Saint-Gilles. Lui, on a ramené une vingtaine ici et les a amenés à faire la grève de la faim. On ne met pas 20 personnes en première ligne. Ils voient ça comme un combat, comme une guerre. 20 en première ligne. S'il tombe, il en remet d'autres. Et c'est ça qu'il a dit carrément. Hein. Mais nous sommes devant un État policier. Je pense effectivement, en entendant en tous les cas ces propos, qu'il les pousse à aller jusqu'à l'extrême. Toutes les actions entreprises actuellement par des candidats réfugiés sont encadrées par l'Union pour la défense des sans-papiers. Si l'UDEP dit comprendre les grévistes de la faim, elle refuse de cautionner les actions extrêmes comme la grève de la soif. On soutient tout acte des sans-papiers, mais nous voulons que ce soit beaucoup plus pacifique, beaucoup plus créatif et beaucoup plus démocratique que martyrisé. Vous voulez surtout pas de victimes? Nous, on ne veut surtout pas, on refuse toutes sortes de victimes. Parce que la vie humaine est très très chère et capitale pour nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait des victimes humaines. L'avocate de plusieurs sans-papiers algériens les incite aussi à rejoindre l'UDEP. L'UDEP a clairement une certaine reconnaissance au niveau du gouvernement. Ils ont été d'excellents interlocuteurs quand il y a eu les grèves à l'église Saint-Boniface. Ils ont pu obtenir gain de cause, hein, quelque part. Un appel sans réponse jusqu'à présent. Merci beaucoup. Dans ce dossier, c'est plutôt rare, une université s'apprête à accueillir dans d'anciens locaux des sans-papiers, et cela parce que les autorités universitaires jugent qu'ils sont pour l'instant hébergés dans des conditions peu confortables à l'église Notre-Dame-des-Lumières à Glun. Jocelyne Leroy. On remplace les vitres et on s'apprête à donner un grand coup de propre. Dans quelques jours, ces anciens laboratoires de l'Université de Liège accueilleront une trentaine de sans-papiers pour 2 mois dans des conditions décentes. Tout le monde reconnaît aux églises un droit d'asile, et moi je revendique qu'une institution publique comme la nôtre, comme une université, ça doit pouvoir être un endroit où les gens trouvent un asile momentanément par rapport à une situation de crise comme celle-là. L'église Notre-Dame-des-Lumières est devenue trop petite pour héberger toutes ces personnes. Plusieurs observent une grève de la faim, certains expriment un désarroi extrême. En fait, on réclame notre droit, comme tous les humains. On réclame le droit, une régularisation massive pour tous les sans-papiers, enfin puissent travailler et vivre en paix en Belgique. Avec ce coup de pouce de l'université, les sans-papiers se sentent compris. L'université, vous comprenez, c'est le panthéon de la connaissance universelle. Si l'université accepte de nous accueillir, cela nous enchante énormément. L'université le dit clairement, elle intervient uniquement pour des raisons humanitaires. Je ne prends absolument pas position, et l'université n'est pas là pour prendre position sur ce sujet. Ça regarde le monde politique. Dans ces locaux, les sans-papiers se sont engagés à respecter certaines règles, comme un couvre-feu à 21h. En plus de l'asile, les autorités académiques offriront aussi un encadrement médical et un soutien psychologique. Et toujours à propos des sans-papiers, le ministre de l'Intérieur Patrick de Waal vient de lancer en République démocratique du Congo une campagne qui vise à décourager les Congolais de venir déposer en Belgique une demande d'asile qui risque de ne pas aboutir. Cette campagne s'appuie notamment sur un film qui montre la manière dont des Congolais vivaient leur séjour dans des centres fermés en Belgique. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos, buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres
pobres no tienen